Au nord du Burkina Faso, une ville surgit du Sahel, hors des radars habituels des médias occidentaux. Derrière les bulldozers et les briques locales, près de 12 000 logements prennent forme sans prêts étrangers, tandis que près de 2 millions de déplacés cherchent encore un ancrage stable. Que révèle, pour eux comme pour vous, le choix d'Ibrahim Traoré de financer cette reconstruction avec l'or national plutôt qu'avec des dettes venues d'ailleurs? Si l'expérience tient, elle pourrait redéfinir silencieusement ce que bâtir un avenir signifie en Afrique. Ce récit vous propose une promesse claire et mesurable. Comprendre comment une ville née du sable tente de convertir une crise humanitaire persistante en levier de reconstruction durable. Pour le lecteur, le bénéfice est précis. Saisir en 10 à 12 mots l'enjeu réel d'un modèle qui remplace la dépendance par la maîtrise locale. L'enjeu dépasse la technique du bâtiment. Il touche à la gouvernance, à la cohésion sociale et à la confiance collective dans un pays longtemps habitué aux interventions extérieures. Si l'initiative échoue, l'effet de retour peut être sévère. Désorganisation locale, ressources sous tension, attentes sociales déçues. Mais si elle tient, l'impact est tout aussi concret. Des habitants passent du statut de déplacés à celui d'acteurs. Des institutions retrouvent une légitimité opérationnelle. Et un territoire cesse d'attendre la permission d'agir. Cette tension entre risque structurel et promesse d'autonomie constitue le fil directeur de ce qui suit. Elle oblige à regarder au-delà des slogans, à examiner les mécanismes et à évaluer ce que change réellement le choix porté par Ibrahim Traoré lorsque l'or national finance des fondations plutôt que des intérêts. 6 mois après la décision initiale, une image tranche avec les diagnostics habituels. Plus de 12 000 logements sont déjà tracés dans le nord du Burkina Faso. Ce chiffre surprend d'autant plus qu'il s'inscrit dans un point de départ extrême, près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. C'est dans cet écart entre volume bâti et masse déracinée que s'ouvre l'expérience engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour en mesurer la portée, il faut revenir au point de départ humanitaire. Avant le chantier, des villages entiers avaient été vidés par la violence. Les villes absorbaient un afflux continu de familles sans abri et des camps improvisés s'étendaient en périphérie, faits de bâches fragiles et d'installations précaires. Les organisations humanitaires décrivaient une crise durable marquée par l'insuffisance d'abris, l'accès instable à l'eau et la saturation des services essentiels. Dans ce contexte, un frein revenait constamment dans les analyses, la dépendance à des dispositifs extérieurs. L'aide internationale arrivait par vagues, souvent fragmentées, parfois lentes à se déployer à l'échelle d'un déplacement massif. Les rapports s'accumulaient, mais la transformation du terrain restait limitée. Cette inertie structurelle a ouvert un espace pour un choix politique différent. Le renversement opéré a été simple dans sa formulation, mais radical dans ses effets. Considérer les terres reprises aux groupes armés non comme des zones tampons, mais comme des espaces de reconstruction civile. Une carte militaire devenait une carte urbaine. Le projet de la ville de la Renaissance est né de ce glissement, pensé dès l'origine comme un chantier strictement national, sans prêts étrangers ni sous-traitance internationale. Sous Ibrahim Traoré, cette orientation ne promettait pas une solution immédiate à la crise des déplacés. Elle posait plutôt une hypothèse vérifiable. Une capacité locale, si elle est coordonnée et visible, peut produire des résultats mesurables plus rapidement qu'une attente prolongée de soutiens extérieurs. C'est cette hypothèse, encore fragile à ce stade, qui structure toute la suite du récit. Pour comprendre ce que produit réellement le chantier, il faut quitter les plans et regarder ceux qui le portent physiquement, bien avant les discours officiels.
Sur une ligne de fondation encore humide, un ancien agriculteur, déplacé après l'attaque de son village, apprend à manier la truelle. Son geste hésite, puis s'affermit quand des ingénieurs militaires lui montrent comment aligner une brique pour qu'elle tienne dans le temps. Dans ce mouvement simple, une première bascule apparaît. Un homme s'enterre, retrouve une fonction, puis une utilité, puis une place reconnue. Un peu plus loin, une femme qui a perdu son mari transporte des briques moulées sur place. Elle n'avait jamais travaillé sur un chantier, mais sait désormais juger la densité d'un mélange et la solidité d'un séchage. L'apprentissage est technique, mais l'effet est social. Elle cesse d'être perçue uniquement comme une déplacée vulnérable et devient une participante à part entière de l'effort collectif. Non loin, un adolescent orphelin conduit d'un petit bulldozer sous la supervision d'une équipe mixte. Le bruit de la machine n'est pas seulement mécanique. Il symbolise la possibilité d'un avenir qui ne soit pas dicté par l'errance ou la peur. Autour de lui, des liens se tissent, faits d'entraide, de règles partagées et d'objectifs concrets. À ce stade, l'impact le plus visible n'est pas encore urbain, il est humain. Le chantier agit comme un espace de réapprentissage social, où chacun redécouvre un rôle et un réseau minimal. C'est là que le projet commence à répondre à sa question centrale. Reconstruire des murs, oui, mais surtout reconstruire des trajectoires. L'enchaînement commence par une décision qui paraît presque anodine, prise au début de la saison des pluies, lorsque les unités du génie reçoivent l'ordre de se mobiliser. Avant, ces zones du Nord étaient traitées comme des espaces à contenir, surveillés pour éviter un retour de la violence. Après, elles deviennent des lieux à reconstruire, pensés comme des points d'ancrage civique. Ce basculement marque un avant et un après, car il substitue à une logique de patrouille une logique de transformation matérielle. Les premiers bulldozers avancent sur d'anciennes positions tenues par des groupes armés. Cette fois, ils sont escortés par des soldats munis de plans plutôt que d'armes lourdes. Le geste est symbolique autant que pratique. Là où l'on consolidait autrefois des périmètres de sécurité, on trace désormais des rues, des canaux et des fondations. Le génie militaire ouvre les sols, creuse les voies d'évacuation des eaux et stabilise les terrains pour éviter les inondations à venir. Dans les jours qui suivent, la structuration civile s'enclenche. Des équipes locales préparent les briques à partir de matériaux disponibles sur place, recyclant le métal et utilisant des mélanges adaptés au climat. Les convois quotidiens apportent ciment, panneaux solaires, outils et d'équipements de base. Le flux reste régulier malgré la saison humide, donnant au chantier une cadence visible et continue. La ville ne surgit pas par à-coups, mais par accumulation méthodique. Le premier moment de tension survient lorsque les images aériennes commencent à circuler. Des drones captent des lignes de toit rouge, des colonnes alignées et un réseau électrique en maillage. Ces images, relayées sur les réseaux locaux et par la diaspora, font basculer le projet de l'invisible au mesurable. Avant, le chantier était une intention. Après, il devient une preuve visuelle. Les familles déplacées commencent alors à se porter volontaires, cherchant à s'inscrire dans la future cité. Le crescendo est atteint avec l'ouverture de la première école. Le bâtiment est modeste, sans monumentalité. Pourtant, sa portée dépasse sa taille. Des enfants qui vivaient sous des bâches entrent dans une salle construite par leurs propres parents. Un vieil homme glisse cette phrase reprise sur le chantier. Son petit-fils naîtra ici et non ailleurs. Cette parole circule comme un marqueur collectif du passage de l'urgence à la projection. À partir de là, le chantier change d'échelle. Les ministères synchronisent leurs ressources, les compagnies minières publiques livrent le métal, les ingénieurs finalisent les installations solaires et les agronomes organisent les ceintures agricoles périphériques. Chaque secteur s'imbrique dans l'autre. Dans les casernes, on parle de défense par l'infrastructure. Dans les quartiers naissants,
de dignité retrouvée. Au centre de cette séquence, Ibrahim Traoré joue un rôle de catalyseur politique. Il ne descend pas dans le détail technique, mais fixe une règle répétée à chaque réunion: pas de prêts étrangers, pas de consultants, pas de sous-traitance internationale. Cette ligne claire empêche la dispersion et maintient la cohérence du projet. Ainsi, la chronologie se lit comme une montée en intensité, allant de l'activation militaire à l'appropriation communautaire, puis à l'institutionnalisation progressive d'un modèle encore en construction. Au départ, la situation était claire et brutale. Près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Burkina Faso, dont une majorité sans accès stable à un abri durable ni à l'eau potable. Ce chiffre ne servait pas seulement d'indicateur humanitaire. Il définissait l'échelle minimale à laquelle toute décision devait produire des effets visibles, sous peine de rester symbolique. 6 mois après le lancement effectif du chantier, une première évolution apparaît. Plus de 12 000 logements sont construits ou clairement délimités dans le nord du pays. Pris isolément, ce volume peut sembler modeste face à l'ampleur de la crise. Observé sous l'angle du rythme, il devient révélateur. Sans prêts étrangers, sans consortiums internationaux, les équipes locales ont maintenu une cadence régulière malgré des contraintes logistiques et climatiques élevées. Ce résultat montre que la capacité nationale peut dépasser les attentes formulées dans de nombreux rapports extérieurs. Un troisième repère chiffré éclaire la dynamique économique enclenchée autour du chantier. Plus de 4 000 emplois créés, dont environ la moitié occupés par d'anciens déplacés. Ce nombre ne mesure pas seulement une activité, il traduit un basculement de statut. Le bénéficiaire d'une aide devient contributeur, la victime redevient producteur, et l'assisté acquiert une compétence reconnue. Chaque emploi agit comme un point d'ancrage social qui réduit la probabilité d'un retour à l'errance. Ces trois chiffres fonctionnent ensemble. Les logements ne sont pas de simples unités construites, mais des cellules où se recompose la vie quotidienne. Les emplois générés ne se limitent pas d'un revenu ponctuel, ils fabriquent un tissu économique local capable de s'auto-entretenir. Quant au volume de déplacés, il cesse d'être uniquement un marqueur de vulnérabilité pour devenir un paramètre orientant les priorités du projet. Autour de ces pivots, des infrastructures complémentaires renforcent la cohérence d'ensemble: écoles, cliniques, puits et réseaux d'énergie solaire. Chacune augmente la maîtrise collective du système. Plus les habitants participent à la construction et à la maintenance, moins le modèle dépend d'interventions extérieures pour fonctionner. La logique quantitative glisse alors vers une logique qualitative. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces données s'inscrivent dans une philosophie précise. L'autonomie n'est pas présentée comme un slogan politique, mais comme un mécanisme mesurable. Les chiffres servent de balise, non de décor. Ils permettent d'évaluer ce qui avance et ce qui résiste, sans promettre une résolution totale de la crise. C'est dans l'évolution, plus que dans le point de départ, que se lit la transformation. Une baisse progressive de l'exode interne, une participation accrue aux structures de quartier et une stabilisation des échanges locaux commencent à apparaître. Ces effets ne tiennent pas tous dans un tableau, mais ils découlent directement des indicateurs initiaux. Ainsi, derrière les nombres, se dessine une dynamique qui repose moins sur l'aide reçue que sur la capacité collective à produire et maintenir ses propres solutions. Deux critiques principales émergent dans certains cercles diplomatiques et analytiques extérieurs au Burkina Faso. La première affirme qu'un projet de cette ampleur, conduit sans supervision internationale, expose le pays à un isolement politique et institutionnel. Selon cette lecture, l'absence d'acteurs externes réduirait la transparence, augmenterait la marge d'erreur et fragiliserait la capacité à absorber de futurs chocs économiques ou sécuritaires. L'autonomie financière, sans garde-fous multilatéraux,
pourrait alors se transformer en contrainte si les ressources nationales venaient à fluctuer. La seconde critique porte sur la dimension militaire du chantier. Pour ses détracteurs, une ville coordonnée par le génie pourrait masquer une centralisation du pouvoir. Ils redoutent qu'un tel modèle, même présenté comme participatif, débouche sur un contrôle excessif des processus locaux par l'appareil d'État. La participation communautaire serait alors perçue comme un habillage narratif plutôt que comme une réalité décisionnelle. Ces arguments méritent d'être examinés, car ils soulignent des risques réels. Toutefois, plusieurs éléments observables sur le terrain invitent à nuancer ces hypothèses. D'abord, la gouvernance locale repose sur des conseils de quartier élus, où siègent des femmes, des jeunes et d'anciens déplacés. Ces instances décident publiquement des priorités immédiates, qu'il s'agisse de l'emplacement d'une école, de l'organisation de l'eau ou de la création d'espaces communs. Les décisions ne sont pas imposées verticalement, mais discutées collectivement. Ensuite, les flux financiers sont limités aux revenus miniers et aux budgets publics nationaux, audités par des institutions internes indépendantes. Cette traçabilité réduit les zones d'ombre souvent associées aux grandes opérations humanitaires sous-traitées. Elle permet aussi une évaluation directe de la cohérence entre ressources mobilisées et résultats obtenus. Enfin, l'implication quotidienne des habitants constitue un contre-argument majeur à l'idée de centralisation. Un espace strictement contrôlé par l'État mobilise rarement ce niveau de participation continue. Ici, la maintenance des infrastructures et l'organisation sociale reposent sur des acteurs locaux, ce qui dilue le risque d'isolement ou de captation du pouvoir. Dans ce cadre, le modèle porté sous Ibrahim Traoré apparaît moins comme un retrait du monde que comme une redéfinition des modalités d'action collective. Cette formule, reprise sur le chantier, marque un basculement conceptuel. Elle résume l'idée selon laquelle une infrastructure civile peut stabiliser plus durablement qu'un dispositif sécuritaire classique. Une maison n'est plus seulement un abri. Elle devient un point fixe autour duquel s'organisent la famille, le travail, l'école et la participation collective. À partir de ce pivot, le regard porté sur la ville de la Renaissance change d'échelle. Les quartiers ne sont plus perçus comme des ensembles de logements, mais comme des unités vivantes capables d'absorber des populations déplacées et de recréer un tissu social continu. Les ingénieurs parlent de respiration urbaine pour décrire ce phénomène. Des zones autrefois instables commencent à accueillir des activités régulières et prévisibles. Ce déplacement se lit dans des gestes simples. Des familles plantent des arbres autour des nouvelles habitations. Des bénévoles entretiennent les puits et les réseaux solaires. Des jeunes organisent des circuits de distribution de l'électricité. Ces initiatives ne sont pas planifiées depuis un centre unique. Elles émergent parce que l'infrastructure existe et qu'elle est appropriée. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un gestionnaire omniprésent, mais comme celui qui a rendu possible ce changement de logique. Le chantier cesse d'être uniquement une réponse à l'urgence humanitaire. Il devient un prototype actif de cohésion civile, où la stabilité ne repose plus seulement sur le contrôle, mais sur l'usage partagé. C'est à ce point précis que le projet dépasse la reconstruction matérielle pour entrer dans une dynamique sociale durable. Les effets du chantier apparaissent plus nettement lorsqu'on les observe à travers quatre groupes distincts: l'État, les entreprises nationales, les citoyens réinstallés et l'environnement régional. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente qui confirme l'orientation impulsée par Ibrahim Traoré. Pour l'État, l'impact est d'abord institutionnel. Des administrations longtemps perçues comme éloignées du terrain retrouvent une présence opérationnelle. Les ingénieurs, les équipes civiles et les unités du génie travaillent dans un cadre commun, sans dépendre d'intervenants extérieurs.
Cette proximité modifie la perception du service public. Il n'est plus associé à des procédures abstraites, mais à des réalisations visibles. Les enquêtes internes indiquent qu'une majorité de foyers réinstallés estiment désormais que l'État joue un rôle direct dans leur sécurité quotidienne, non par la force, mais par la stabilité qu'il contribue à installer. Pour les entreprises nationales, le chantier agit comme un catalyseur économique. Les ateliers de briques, les petites fonderies et les unités solaires fonctionnent à plein régime. Le choix de limiter les importations favorise la circulation interne de la valeur et permet aux petites et moyennes entreprises de consolider leurs capacités. Des partenariats horizontaux émergent entre artisans, techniciens et ingénieurs. L'innovation est souvent pratique, fondée sur l'optimisation des matériaux et la standardisation des modules. Ce tissu productif réduit la dépendance au marché extérieur et renforce la résilience locale. Pour les citoyens réinstallés, la transformation est plus intime. Avoir une maison, une école et un accès régulier à l'eau recompose la vie quotidienne. Les anciens déplacés découvrent une stabilité qu'ils pensaient hors de portée. Les jeunes trouvent des opportunités de formation directement sur le chantier. Les femmes occupent une place croissante dans les conseils de quartier. Les anciens deviennent des référents pour les nouvelles familles. Ce réseau relationnel n'est pas imposé. Il se reconstruit à partir des interactions générées par l'infrastructure elle-même. Enfin, à l'échelle régionale, le projet suscite une attention croissante. Des délégations venues du Mali, du Niger et de la Guinée observent le fonctionnement du modèle. Ces pays, confrontés à des défis similaires, y voient une piste pour réduire leur dépendance aux financements extérieurs. Cette curiosité crée une forme d'émulation sahélienne. Elle ne se traduit pas encore par une réplication directe, mais elle installe un précédent politique discret. À travers ces quatre groupes, la ville de la Renaissance apparaît moins comme un chantier isolé que comme un changement de trajectoire. Sous Ibrahim Traoré, la reconstruction cesse d'être uniquement une réponse à la crise. Elle devient un levier qui repositionne l'État, l'économie, les citoyens et la région dans un même mouvement. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires plausibles se dessinent pour la ville de la Renaissance. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cartographier les marges d'évolution d'un modèle encore en consolidation. Dans le scénario de base, la cadence actuelle est maintenue. Des équipes civiles et les unités du génie poursuivent la construction à un rythme régulier, transformant les 12 000 logements initiaux en socle opérationnel. Les écoles, cliniques, réseaux d'eau et installations solaires se stabilisent, permettant une articulation fluide entre services publics et initiatives citoyennes. Si la transparence budgétaire demeure constante et que les audits internes restent publics, la confiance locale se renforce. Le projet progresse sans rupture majeure, en absorbant progressivement de nouvelles familles sans déséquilibrer l'organisation existante. Dans un scénario plus favorable, l'élan communautaire s'intensifie. Plusieurs provinces adoptent des variantes du modèle adaptées à leurs contraintes propres. Les pays voisins, déjà attentifs, multiplient les visites techniques et envisagent des coopérations ciblées. Cette extension crée un effet d'entraînement. Les PME locales investissent davantage, les coopératives se structurent et les échanges interrégionaux augmentent. Si cette dynamique se confirme, le modèle pourrait devenir une référence d'urbanisme souverain à l'échelle sahélienne, sans nécessité d'harmonisation formelle. Un scénario plus contraint reste toutefois possible. Des variations des revenus miniers, des pressions économiques ou des campagnes médiatiques hostiles peuvent ralentir la coordination. À l'intérieur, une fatigue organisationnelle ou une baisse de participation citoyenne pourrait fragiliser certains équilibres. Dans ce cas, la croissance se ferait par à-coups. Néanmoins,
Les infrastructures déjà en place agiraient comme amortisseurs. Maisons, écoles et points d'eau limiteraient l'ampleur des perturbations et préserveraient une stabilité minimale. Dans les trois hypothèses, un principe demeure constant. La viabilité du projet dépend moins du volume construit que de la continuité des mécanismes participatifs. Si l'usage partagé se maintient, la durabilité suit. Sinon, le béton seul ne suffit pas. C'est cette clé de lecture qui permet d'évaluer la suite sans surestimer ni sous-estimer l'expérience portée dans le sillage d'Ibrahim Traoré. Observer la ville de la Renaissance, c'est aussi mesurer ce qu'elle change dans la manière dont différents publics perçoivent le Burkina Faso et plus largement les crises prolongées. Pour un premier groupe de lecteurs, souvent éloignés géographiquement, l'effet principal est cognitif. Le pays cesse d'être réduit à une succession de titres anxiogènes. Les images d'infrastructures construites localement déplacent le regard du chaos supposé vers des mécanismes concrets d'organisation et de continuité. Un second groupe, plus attentif aux dynamiques économiques et institutionnelles, y voit un cas d'école. Le chantier offre une lecture alternative de la reconstruction fondée sur la coordination interne plutôt que sur l'externalisation. Il invite à réfléchir aux conditions minimales de fonctionnement d'un service public efficace lorsque les ressources sont contraintes. Pour ces observateurs, l'intérêt ne réside pas dans l'exception, mais dans la reproductibilité partielle de certains leviers. Un troisième groupe est touché à un niveau plus personnel. Les trajectoires individuelles décrites depuis le début du récit agissent comme des points d'identification. Un agriculteur redevenu bâtisseur, une femme qui acquiert une compétence, un adolescent qui se projette à nouveau. Ces figures rappellent que la reconstruction n'est pas abstraite. Elle passe par des gestes simples, répétés, et par la reconnaissance d'une utilité sociale retrouvée. Pour le lecteur, l'enjeu est alors double. D'une part, comprendre qu'un projet local peut produire des effets systémiques sans promesse spectaculaire. D'autre part, interroger ses propres cadres d'analyse. Qu'attend-on d'une politique de reconstruction? Des résultats immédiats ou des capacités durables? La ville de la Renaissance ne fournit pas une réponse définitive, mais elle propose un déplacement du débat. Elle suggère que la stabilité commence souvent là où l'on rend aux habitants la possibilité d'agir, à une échelle lisible et partagée. Pour que la dynamique enclenchée dépasse le stade de l'expérimentation, plusieurs étapes doivent être structurées autour d'objectifs mesurables et compréhensibles par tous. L'enjeu n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de stabiliser ce qui fonctionne déjà sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La première étape consiste à transformer les 12 000 logements initiaux en référentiels opérationnels. Des audits techniques et sociaux doivent être publiés à intervalles réguliers afin de maintenir la transparence. Ils servent à identifier les réussites, mais aussi les limites, conditions indispensables pour éviter une idéalisation qui fragiliserait la suite. La deuxième étape vise l'extension contrôlée. Deux nouvelles zones de construction sont identifiées, avec la création de brigades locales du génie civil. Chaque brigade dispose d'un plan trimestriel précisant qui fait quoi, dans quel délai et selon quels critères de qualité. Cette décentralisation mesurée réduit la dépendance à une coordination centrale permanente. Troisièmement, l'approvisionnement doit être sécurisé. L'intégration des ateliers de briques et des unités solaires dans des partenariats publics nationaux garantit la continuité des matériaux. Trois indicateurs guident l'évaluation: autonomie matérielle, délai de livraison et qualité des modules produits. Enfin, les conseils de quartier doivent devenir des relais institutionnels durables. Leur mandat inclut la médiation, la formation et la gestion des ressources communes. Les décisions restent publiques et évaluées selon leur impact sur la cohésion sociale.
Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un exécutant, mais comme celui qui fixe le cadre. La réussite dépend ensuite de la capacité collective à maintenir ces mécanismes dans le temps. Lorsque l'on revient vers les personnages rencontrés au début du récit, leur trajectoire éclaire le sens profond du chantier. L'ancien agriculteur, devenu bâtisseur, ne parle plus de ce qu'il a perdu, mais de ce qu'il entretient. La femme qui transportait des briques évoque désormais la solidité d'un mur comme une promesse tenue. L'adolescent, au volant de son bulldozer, se projette dans un métier, non dans une fuite. Ses gestes ordinaires disent plus qu'un bilan technique. À travers eux, la ville de la Renaissance apparaît comme un espace où l'identité se reconstruit en même temps que les bâtiments. Les habitants ne sont plus définis par la crise qui les a déplacés, mais par leur participation à un effort commun. Cette transformation est silencieuse, progressive, parfois fragile, mais elle s'enracine dans le quotidien. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros centralisateur. Il agit plutôt comme un point de bascule, celui qui a rendu possible une autre lecture de la reconstruction. Le choix de miser sur la capacité locale, sur l'apprentissage collectif et sur la visibilité des résultats transforme la ville en manifeste discret. Au crépuscule, lorsque les toits se teintent de poussière dorée, une certitude circule parmi les ruelles. Reconstruire un lieu peut aussi rendre à un peuple la maîtrise de son propre récit. La ville de la Renaissance n'est plus seulement un chantier observé de loin. Elle devient un miroir tendu à tous ceux qui suivent le Sahel à travers des récits souvent fragmentés. Elle montre qu'une communauté peut se rassembler, organiser ses capacités et bâtir un espace où l'avenir cesse d'être une abstraction. Sans promesse spectaculaire, le projet rappelle que des gestes simples, répétés et partagés peuvent recomposer une vie collective même dans des contextes de grande fragilité. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas l'adhésion immédiate, mais la compréhension. Comprendre ce qui change lorsque la reconstruction repose sur la maîtrise locale plutôt que sur l'attente. Comprendre comment une infrastructure devient un lien social, puis un cadre de décision. Comprendre, enfin, que la stabilité n'est pas un état figé, mais un processus entretenu par l'usage et la participation. Si ce récit résonne, il peut être prolongé de manière simple, en le partageant, en suivant ses évolutions, ou en comparant cette expérience à d'autres tentatives de reconstruction. Chaque regard attentif élargit le champ de ce qui paraît possible. Une question reste ouverte, volontairement sobre: quels futurs peuvent émerger lorsque des communautés cessent d'attendre la permission d'agir ensemble?